L'année dernière, la correction a également duré 2 mois, de la mi-août jusqu'à la mi-octobre. Cela laisse supposer que cette fois-ci, la phase de correction pourrait potentiellement durer jusqu'à la mi-octobre. Bruno, bonjour et bienvenue. Comme toujours, c'est un plaisir de vous accueillir dans notre studio. Un mois s'est écoulé depuis notre dernière rencontre. La prochaine pause sera plus courte car nous vous retrouverons dans 2 semaines. Alors, il y a un mois, vous nous avez prévenu que l'indice S&P pouvait atteindre son plus haut. Combien de temps cette correction va-t-elle durer ? Alors, il y a 4 semaines, l'indice se situait aux alentours des niveaux de 24,85, 24,90. Maintenant, nous pouvons remarquer 2 choses. Tout d'abord, c'est la chute du prix. Le prix n'a eu de cesse de reculer pendant 2 semaines d'affilée. Il a cassé la ligne de tendance de support à court terme. Le VIX a également augmenté. C'est ce à quoi nous nous attendions dès le début de la correction. La dynamique est devenue baissière. Pour ce qui est du timing, l'année dernière, la correction a duré 2 mois, de la mi-août jusqu'à la mi-octobre. Cela laisse supposer que cette fois-ci, la phase de correction pourrait potentiellement durer jusqu'à la mi-octobre. Nous avons donc enregistré un rebond à court terme. Combien de temps ce rebond pourrait-il durer ? Je vous propose de jeter un coup d'œil au graphique journalier du S&P. Ici, nous voyons une correction à 2 branches. Nous avons atteint le nuage représenté par cette zone verte. Puis, nous avons enregistré un rebond. Ce rebond sera probablement limité par cette ligne de tendance de résistance près du niveau de 24,60. Étant donné que l'indicateur stochastique mesurant la dynamique du marché se trouve dans une situation survendue, il est possible que la fourchette d'échange comprise entre 24,60 et 24,10 puisse durer quelques jours. Je tiens toutefois à préciser que vu que nous traversons une phase de correction, ce nuage pourrait être cassé à la baisse. Nous pourrions passer en dessous du niveau de 2400 et nous diriger vers 2350. D'accord. Analysons l'évolution des obligations américaines et celle du cours de l'or. Qu'avons-nous remarqué au cours des quelques dernières semaines ? Fondamentalement, nous avons obtenu la confirmation du fait que c'était une correction. La ligne noire représente le S&P. Pendant la phase de correction, nous avons enregistré une remontée de l'or, ce qui est un développement tout à fait naturel pendant les périodes marquées par une accentuation de l'incertitude. Pendant la dernière phase de la correction, nous avons également remarqué que les obligations avaient retrouvé les faveurs des investisseurs. Cela signifie que le rendement a quelque peu diminué. Maintenant, nous sommes tout près de 2 niveaux clés. Pour l'or, c'est le niveau de 1300. L'or a toutefois reculé parallèlement au rebond que le S&P a affiché ces derniers jours. Idem pour le taux de rendement. Nous avons vu un rebond à partir de la barre de 21,16. Le potentiel de hausse sera toutefois limité par le nuage jusqu'à ce que la correction soit terminée. Parlons des États-Unis. Comment le marché américain a-t-il été affecté par la correction du S&P ? Nous pouvons constater qu'il s'agit d'une correction vraiment classique pour les États-Unis. Si nous regardons l'évolution des secteurs, nous verrons une baisse du ratio des secteurs discrétionnaires par rapport au secteur des biens de consommation, ce qui signifie que les secteurs défensifs ont surperformé les secteurs cycliques. L'indicateur de la dynamique est dans la zone de survente. Nous observons un léger rebond, ce qui correspond également au rebond du S&P. Alors, en ce qui concerne l'Europe, il semblerait qu'elle ne soit pas forcément affectée par cette correction. Vous attendez-vous à une poursuite de cette tendance ? C'est une bonne question. Comme vous le savez, en règle générale, l'Eurostoxx a tendance à sous-performer le S&P 500 lors d'une correction. Cependant, ce n'est pas ce qui s'est passé au cours des 4 dernières semaines. Après un long déclin, la force relative de l'Eurostoxx a touché le fond par rapport au S&P 500. Cela signifie que les investisseurs s'attendaient à une correction sur le marché américain plutôt qu'à celle sur le marché européen. Ils se disent peut-être que c'est moins cher d'investir en Europe. C'est pour cette raison que le prix se maintient au sein de la même fourchette. La configuration des prix laisse supposer qu'il existe un risque de baisse. Je pense que, tout comme dans le cas du S&P, après un rebond, nous pourrions potentiellement casser le support aux alentours de 3400 pour nous diriger vers le niveau de 3300. Parlons des titres des marchés émergents. Il semblerait qu'ils représentent un investissement sûr en ce moment. Avant de passer aux marchés émergents, je vous propose d'analyser la situation sur le marché japonais. La performance de ce marché a été un peu plus faible que celle du marché européen. La force relative du Japon est en baisse. Cependant, le Japon représente un cas particulier.
La fourchette était tellement étroite que le déclin n'a pas été très significatif en termes de prix. Nous pouvons constater que 19 400 représente le niveau de support que nous avons enregistré en mai. Pour l'instant, aucun rebond n'est envisageable. Il n'y a pas beaucoup de soutien avant la barre de 18 200. L'indicateur de la dynamique est dans la zone de survente. Il se peut que le Nikkei suive l'exemple de l'Europe et des États-Unis et affiche un léger rebond. Je suis désolée d'avoir oublié le Japon. Pardon, le Japon. Maintenant, jetons un coup d'œil au titre des marchés émergents qui semble être un investissement sûr en ce moment. Cette tendance sera-t-elle durable ? Ici, nous devons être sélectifs. Certes, il peut paraître étonnant que les marchés considérés comme risqués surperforment le S&P 500. Par exemple, la surperformance de l'Inde par rapport au S&P 500 a duré jusqu'au mois d'août. Ce marché a pris une longueur d'avance sur les autres. En résultat, nous avons observé des prises de profit. La force relative de ce marché s'est quelque peu affaiblie. Les prix se sont retrouvés tout près de la ligne de support ascendante. Ici, nous ne pouvons pas dire avec certitude qu'il s'agit d'un investissement sûr. Cependant, si nous regardons la Chine, nous remarquerons une certaine rotation entre les marchés émergents. Nous pouvons constater que la force relative de la Chine augmente par rapport au S&P, ainsi que par rapport à l'ensemble des marchés émergents. Pour ce qui est de l'évolution des prix, nous voyons qu'ils sont actuellement tout près de l'ancien plus haut. Au vu d'une dynamique haussière, il n'est pas exclu que nous atteignions des plus hauts à des niveaux plus élevés. Jetons un coup d'œil au Brésil. C'est le marché que les investisseurs fuyaient après les turbulences politiques observées en mai. Ce marché n'a eu de cesse de progresser depuis lors. Sa force relative a également augmenté. Nous voyons un rebond à court terme qui pourrait nous amener vers la résistance. Cela laisse supposer que nous verrons une pause. Alors, quel est le marché clé à surveiller en ce moment ? Je pense que nous devrions revenir au sujet du marché américain. Le secteur de la technologie ou l'indice Nasdaq représente un certain intérêt. Nous avons observé une correction depuis début août. Il ne s'agit pas d'une correction très profonde. Nous sommes au-dessus du nuage. Le rebond est limité par l'ancien plus haut à la barre de 59,50. Étant donné que la correction précédente a duré jusqu'en octobre, nous avons toutes les chances de passer en dessous du niveau du nuage, soit en dessous de 57,50, pour nous diriger vers les niveaux de 5500, 5400. Bruno, comme toujours, c'était un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci de votre attention. Bruno reviendra dans notre studio dans 2 semaines. Alors à bientôt.